Le deuxième chapitre est consacré aux principes généraux de procédure qui s'imposent aux juges administratifs au cours de l'instance. D'origine jurisprudentielle, ils ont désormais, pour certains d'entre eux, une assise textuelle puisqu'ils sont consacrés dès les premiers articles du Code de justice administrative. Ainsi, l'article L3 prévoit que les jugements sont rendus en formation collégiale. L'article L5 prévoit quant à lui que l'instruction des affaires est contradictoire. À ces deux principes, qui feront chacun l'objet d'une vidéo, on peut ajouter le principe d'impartialité. Bien qu'il ne figure pas dans les premiers articles du Code, bien d'autres dispositions y font implicitement référence. Voici donc les trois caractères généraux que nous allons détailler. Commençons par le principe du contradictoire. À titre préliminaire, il faut rappeler que la procédure devant le juge administratif est écrite. Cela signifie que la discussion entre les parties se fait par le biais de mémoires écrits échangés entre elles. Cet aspect explique pour partie la durée des procédures devant les juridictions administratives. Par ailleurs, la procédure est également inquisitoire, ce qui signifie que le procès est placé sous la direction du juge. Ce dernier joue un rôle central au cours de l'instruction. Il est un intermédiaire entre les parties, puisque tous les éléments du dossier lui sont soumis avant leur transmission aux parties. Ainsi, il n'y a pas de contact direct entre les parties pendant la préparation du dossier. En résumé, c'est le juge qui dirige les débats écrits entre les parties. Or, un principe fondamental s'impose à lui dans cette mission. C'est le principe du contradictoire. Ce principe figure à tous les niveaux de la hiérarchie des normes. Il a d'abord valeur constitutionnelle, en tant qu'il est corollaire des droits de la défense. Cela résulte d'une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1989, loi de finances pour 90. Il découle par ailleurs du principe d'égalité des armes, consacré par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le principe du contradictoire est aussi consacré par l'article L5 du Code de justice administrative, cité tout à l'heure. C'est enfin un principe général de procédure, applicable à toutes les juridictions administratives, selon un arrêt du Conseil d'État du 12 mai 1961, Société Lauta. Ce principe a pour objet de permettre à chacune des parties d'être informée des arguments de son adversaire et de pouvoir y répondre. Il vise à instaurer un équilibre entre les parties dans la discussion afin qu'aucune d'elles ne soit favorisée. Le Conseil d'État a énoncé le contenu du principe du contradictoire dans un arrêt du 29 juillet 1998, l'arrêt Esclatine. Cet arrêt explique que ce principe tend à assurer l'égalité des parties devant le juge et implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office. Il délimite par ailleurs le champ d'application temporelle de ces règles en ajoutant que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction. On en déduit qu'après la clôture de l'instruction, le principe du contradictoire ne s'impose plus. Pour mieux cerner le contenu du principe du contradictoire, nous allons l'envisager en fonction des pièces qui constituent le dossier. Il faut alors distinguer les écrits produits par les parties de ceux qui figurent au dossier mais qui n'ont pas été produits par elles. Premier paragraphe, les écrits des parties. Les écrits des parties regroupent la requête du requérant et ses éventuelles mémoires supplémentaires, le ou les mémoires du défendeur, et enfin l'ensemble des documents fournis par les parties en annexe de leurs écritures. À l'égard de ces divers éléments, deux règles existent. D'une part, le principe du contradictoire fait naître une obligation de communication des pièces produites par une partie à l'autre partie.
Le respect de cette règle est assuré par le juge chargé de l'instruction qui procède à la transmission avec l'aide du greffe de la juridiction. Pour éviter que les débats se poursuivent indéfiniment, en raison de l'échange incessant entre les parties, le Code circonscrit le champ de l'obligation. Ainsi, selon l'article R611-1, l'obligation de communication vaut, concernant le requérant, pour sa requête et l'éventuelle mémoire complémentaire annoncée dans sa requête. Concernant le défendeur, l'obligation couvre le premier mémoire en défense. Dans les deux cas, les pièces qui sont jointes par le requérant ou par le défendeur sont aussi communiquées. Pour les autres mémoires produits par les parties, le juge ne verse au débat contradictoire que ceux qui contiennent un élément nouveau. En d'autres termes, la communication ne s'impose qu'à l'égard des mémoires qui présentent une utilité. C'est ici au juge d'apprécier l'existence ou non d'un élément nouveau dans le mémoire produit. Et la jurisprudence est relativement abondante sur ce point. La décision de ne pas communiquer un mémoire au motif qu'il ne contient pas d'éléments nouveaux emporte des conséquences pour le juge. En effet, celui-ci ne peut pas tenir compte de cette pièce pour rendre son jugement. S'il le fait, sa décision est entachée d'irrégularité car elle repose sur une pièce qui n'a pas été versée au débat contradictoire et qui n'a donc pas pu être discutée par l'autre partie. À côté de cette obligation de communication, il existe d'autre part des règles relatives au délai de réponse. En effet, les parties ne doivent pas seulement avoir connaissance des écritures de leur adversaire, elles doivent aussi pouvoir y répondre. Cependant, cet impératif doit être concilié avec les exigences de délai raisonnable de jugement. C'est pourquoi l'article R611-10 du Code de justice administrative prévoit que le juge chargé de l'instruction fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leur mémoire. Il n'existe donc pas de durée légale, le laps de temps laissé aux parties pour répondre est déterminé au cas par cas, notamment en fonction du contenu des écritures. Plus l'argumentation développée dans un mémoire sera longue et complexe, plus le temps de réponse accordé à l'autre partie sera important. Si la partie ne produit pas de mémoire dans le temps qui lui était imparti, le juge peut la mettre en demeure de produire ses écritures, puis de décider de clore l'instruction. Une fois l'instruction close, le principe du contradictoire ne s'applique plus. C'est pourquoi l'article R613-3, qui a d'ailleurs été réécrit par le décret du 2 novembre 2016, prévoit que les mémoires produits après clôture de l'instruction ne sont pas communiqués, à moins que l'instruction ne soit réouverte. En d'autres termes, lorsque le juge reçoit le mémoire après la clôture, il peut, s'il l'estime nécessaire au vu du contenu de ce mémoire, décider de réouvrir l'instruction afin de pouvoir communiquer le document à l'autre partie. C'est une étape indispensable s'il veut pouvoir se fonder sur ce mémoire pour rendre sa décision. Venons-en maintenant aux productions extérieures aux parties. Donc deuxième paragraphe, les productions extérieures aux parties. Ces productions peuvent émaner de personnes très différentes. D'abord, grand A, les productions des tiers. Les hypothèses sont multiples. Il peut s'agir des documents produits par des intervenants, volontaires ou appelés, mais il peut aussi s'agir de documents produits à la suite de mesures d'instruction, par exemple le rapport d'expertise. S'agissant des documents produits par les intervenants, ils sont communiqués si le juge l'estime utile, et ce, en vertu de l'article R632-1. S'agissant des documents issus des mesures d'instruction, ils doivent quant à eux être communiqués aux parties. Il faut d'ailleurs noter, s'agissant de ces mesures d'instruction, que les opérations auxquelles elles donnent lieu sont elles-mêmes soumises au principe du contradictoire. Par exemple,
lorsqu'il y a réalisation d'une expertise, les parties doivent avoir la possibilité d'y assister. Maintenant, grand B, les productions de la juridiction elle-même. Les choses sont ici beaucoup plus complexes, compte tenu de la diversité des productions émises. Certains éléments, produits par la juridiction, sont soumis au principe du contradictoire en vertu du Code de justice administrative. Par exemple, l'article R 611-3 prévoit que les décisions prises par la juridiction pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties. L'article R 611-7 impose, quant à lui, la communication des moyens d'ordre public que le juge entend soulever d'office, et il impose au juge de laisser un délai aux parties pour présenter leurs observations. Par conséquent, un jugement rendu sur un moyen d'ordre public relevé d'office sans que les parties en aient été averties est irrégulier. Cela résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 29 avril 1998, commune de Anap. C'est ensuite la jurisprudence qui impose également à la juridiction de communiquer certains éléments aux parties. Par exemple, c'est le cas lorsque le juge envisage de procéder à une substitution de base légale dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Cette obligation de communiquer aux parties est issue de l'arrêt du 3 décembre 2003, l'arrêt El Bailly. La même obligation existe aussi lorsque le juge envisage de moduler dans le temps les effets d'une annulation. Arrêt du Conseil d'État du 11 mai 2004, association AC. Enfin, la même obligation s'impose au juge qui entend trancher le litige sur une règle qui procède d'un revirement de jurisprudence du Conseil d'État et à propos duquel les parties n'ont pas débattu. Cela résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 19 avril 2013, Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême. D'autres productions des membres de la juridiction ont posé des difficultés. Il s'agit des conclusions du rapporteur public et de la note du rapporteur. Commençons par cette note du rapporteur. Il s'agit d'un écrit réalisé par le magistrat qui a instruit le dossier et qui siège dans la formation de jugement. Ce rapport fournit une présentation détaillée des faits de l'espèce et du déroulement de la procédure. Il dresse un état des lieux du cadre juridique qui est applicable au litige et il procède à l'analyse des conclusions et moyens des parties. Ainsi, la note expose le sort que propose le rapporteur à la requête. Cette note est d'ailleurs accompagnée d'un projet de jugement, également rédigé par le magistrat rapporteur. L'ensemble est destiné aux autres magistrats de la formation de jugement afin de leur faciliter la compréhension du dossier. Mais cet ensemble est aussi communiqué au rapporteur public en vue de la rédaction de ses conclusions. Or, certains requérants ont réclamé, au nom du principe du contradictoire, la communication de cette note du rapporteur ainsi que son projet de jugement. L'argument étant que ces documents sont réalisés au cours de l'instruction, phase qui est soumise au principe du contradictoire. Dans un arrêt d'assemblée du 14 décembre 2001, Société Réflexion Médiation Riposte, le Conseil d'État a jugé que le rapport du rapporteur ne constitue pas une pièce de la procédure d'instruction et n'est donc pas soumise au principe du contradictoire. La CEDH a quant à elle été saisie concernant le projet de décision qui accompagne la note. Dans un arrêt du 4 juin 2013, l'arrêt Marc-Antoine contre France, elle y a vu un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d'élaboration de la décision finale. Ce projet de décision constitue donc, selon la Cour, un document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, qui ne saurait donc être soumis au principe du contradictoire. Quelques jours à peine après cette décision, le Conseil d'État a réaffirmé que la note et le projet de décision n'ont pas à être communiqués aux parties. Arrêt du Conseil d'État
du 13 juin 2013, communauté d'agglomération du pays de Martigues. Les conclusions du rapporteur public, qui contiennent une solution au litige proposée en toute indépendance, sont quant à elles exposées publiquement lors de l'audience. Des requérants ont également invoqué le principe du contradictoire pour réclamer la communication de ces conclusions avant l'audience. Dans l'arrêt précité Esclatine de 1998, le Conseil d'État a exclu la communication des conclusions du rapporteur public aux parties, en expliquant que ce rapporteur public prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction, si bien que cette fonction n'est pas soumise au principe du contradictoire, qui ne s'applique qu'à la phase de l'instruction. Il a réitéré cette idée dans l'arrêt précité de 2013, communauté d'agglomération du pays de Martigues. Dans l'arrêt Cress du 7 juin 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a quant à elle jugé que la non-communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience ne méconnaît pas le principe du contradictoire, dans la mesure où les parties ont la possibilité d'avoir connaissance avant l'audience, non pas de l'intégralité des conclusions, mais du sens général de ces conclusions, et elles ont également la possibilité de répondre aux conclusions après l'audience par le biais d'une note en délibéré. Nous reviendrons prochainement sur ces mécanismes.